Le smartphone a complètement changé le monde et avec nos façons de coder. Il y a bien sûr eu une explosion des données collectées qui a permis notamment des avancées en machine learning ou encore l'augmentation du trafic qui a fait émerger le cloud, l'autoscaling et la conteneurisation. La conception même d'une application mobile a apporté de nouveaux paradigmes que l'on peut retrouver désormais partout. Mais alors, quelles sont les particularités du dev mobile? Le natif a-t-il encore une véritable avance? Et surtout, allons-nous finir par coder sur un mobile? Pour répondre à ces questions de mobilité, je ne reçois pas Jeff Hawkins, mais il s'y connaît en taille d'écran. Gilles, bonjour. Bonjour René. Cosa Vostra. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Gilles, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Oui, alors c'est possible qu'ils ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Gilles Grousset et je suis CTO chez InsideApp, donc qui est une agence technique qui est spécialisée dans tout ce qui est conseil et développement autour des applications mobiles. Voilà. Et en 2 mots sur mon parcours, je suis développeur depuis très longtemps. Je crois que j'ai attrapé le virus une dizaine d'années avec les cours de Logo, sur les MO5 à l'école primaire et puis, ça m'a jamais lâché depuis, donc j'en ai fait mon métier. J'ai commencé à travailler, début des années 2000, donc où on passait massivement, du site web, HTML statique aux applications web. Donc j'ai touché un peu à du PHP, MySQL et puis rapidement je me suis orienté sur du, plutôt Java, J2E avec Tomcat, les servlets, les premiers MVC avec Struts. Ok. Et puis tout ce qui a suivi ensuite, Spring, Hibernate. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours voué une passion pour les objets connectés sans fil. Et peut-être que ça vient de là d'ailleurs. Je me rappelle de, de ce qu'on voyait dans les Sciences et Vie Junior, là, les magazines de sciences pour enfants. Le futur dans 20 ans, ce sera comme ça. Et souvent, on voyait espèce d'assistant personnel sans fil où on pouvait accéder à tout un tas de données. Ça m'a toujours fasciné. Donc du coup, en parallèle du développement web qui était, on va dire, à la mode, je m'intéressais pas mal au mobile et donc j'ai acheté un peu tous les modèles qui ont existé dès qu'il y a eu un peu de connectivité, donc de l'iMode, du WAP, et j'ai fait un peu de développement surtout du SPV 2000 qui était un assistant avec stylet sur Windows CE qui s'est développé en .NET. Après, du Nokia, du Sony Ericsson avec du UME. Et donc c'était bien, mais en fait, je pense que ça intéressait que moi et une poignée de personnes parce que les devices étaient très chers. Et Elles étaient aussi énormes. Moi, je me souviens, j'ai eu, aussi. avant de passer à l'iPhone, j'avais un Sony Ericsson P910. Le truc était énorme. Tu avais un clavier AZERTY surclappé. Enfin, Tout c'était. à fait. Voilà, les périphériques poussifs, Ouais. le réseau était lent. Et puis surtout, ce qui manquait, c'est que ces devices étaient très chers. Et à l'époque, les gens, ils achetaient des téléphones pour téléphoner. Et il n'y avait pas d'écosystème. Tu achetais un Nokia N95 super cher. Alors, faudrait faire relativiser par rapport à l'iPhone, hein. Mais à l'époque, ça nous semblait super cher. Et tu avais 4 applis dessus. Et donc, finalement, ça prenait pas. Et puis, bien sûr, tout ça a changé en 2007 avec l'iPhone, l'ouverture du SDK et du store développeur en 2008. Donc, moi, j'ai plongé là-dedans. Et j'ai bien fait puisque la boîte qui m'employait à l'époque commençait à avoir des demandes sur mobile. C'est comme ça que j'ai commencé dans le dev mobile. Et cette même boîte-là, 2 ans après, a racheté donc une agence qui s'appelle Bakelite, que j'ai eu l'occasion de rejoindre, où là, il n'y avait que des gens qui faisaient du mobile, hein. C'était une agence spécialisée dans la conception et le développement de mobile. Donc j'étais comme un poisson dans l'eau. Et voilà, et fin 2019, l'aventure InsideApp avec mon associé Vincent, qui était d'ailleurs un cofondateur de Bakelite,
pour voilà, aider nos clients sur leurs problématiques d'applications mobiles, donc aussi bien sur les dimensions conseil que développement. Ce que je trouve fascinant, c'est que tu as commencé le mobile, en fait, quand le mobile a commencé, quasiment. En fait, tu nous parles du WAP, tu nous parles d'e-mode, tu nous aurais parlé du bebop, ça m'aurait pas étonné. Enfin, tu Ah vois, ouais, non, quand même pas. donc, du coup, tu as commencé à bosser enfin, en tout cas, à coller dans le mobile. Du coup, c'était quoi? C'était début des années 2000, grosso modo, 2005? Oui, non, mais en fait, quasi au moment où j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler début 2002. J'ai acheté c'était Bouygues qui sortait les e-mode, donc un Nex ou e-mode. Et là, j'ai commencé à faire un petit site web sur e-mode. Alors, je montrais à tout le monde, j'étais content parce que ça s'affichait sans fil, c'était dans ma poche. Tout le monde trouvait ça moche parce que tu avais des limitations, hein. Donc, pour ceux qui connaissent pas, l'e-mode, le WAP, c'est des sous-ensembles de balises HTML très limitées de ce que pouvaient faire les téléphones. Donc, on avait des limites sur les formats d'images, ça devait être du GIF, ça dépassait tel poids, tu avais, je pense, à supporter le input text et l'affichage de texte et un bouton submit. Mais c'était le début de quelque chose, en fait, hein. Bon, faut bien commencer. Et ouais, non, je m'y suis intéressé. Bon, par contre, à titre perso, parce que à l'époque, tu en vivais pas de ça, hein. C'était trop à la marge. Mais alors, du coup, en presque 20 ans, si tu devais nous faire un résumé très rapide de ce qui s'est passé en 20 ans dans le dev mobile. Alors, bien évidemment, l'iPhone a tout changé, et depuis, on a beaucoup de constructeurs qui font des choses formidables. Mais du coup, si tu nous fais un résumé très très rapide de ces 20 ans d'évolution du dev mobile, ce serait quoi les 2-3 trucs que tu retiendrais de ces 2 décennies? Alors, je pense que déjà les premiers smartphones avec les premières connexions pour pouvoir afficher quelques données. Alors, le WAP, en plus, ça marchait même sur des téléphones en noir et blanc avec 3 lignes, hein. Donc ça, c'était le début de quelque chose. Je pense qu'après, un gros impact qu'il y a eu, même si j'ai pas trop adhéré, c'était les BlackBerry. Il y a eu la mode des BlackBerry. Donc là aussi, où bon, l'usage principal, c'était recevoir ses mails. Il y avait quelques applications dessus. Mais je pense qu'ils ont pas mal marqué ça. Et avant, je pense qu'il y a aussi Palm, avec son Palm OS, et donc qui avait fait un assistant. Ils sont un peu tombés dans l'oubli parce qu'ils n'ont pas réussi à passer un cap. Et alors, je pense que le gros perdant de l'histoire, c'est Microsoft dans l'histoire, parce que Microsoft, ils avaient Windows CE, qui était un OS mobile, donc on pouvait déjà développer en .NET dessus. Alors, c'était limité, c'était pas génial l'interface, mais c'était le début de quelque chose. Et donc, pour rappeler aux auditeurs, Windows, après, bon, ils ont tué Windows CE et ils ont fait un Windows Phone qui a dû sortir autour de 2012. Enfin, ils étaient un peu en retard, hein, donc ils ont voulu se positionner. Ils avaient fait une plateforme qui techniquement était intéressante, mais ils sont arrivés un peu tard. Et du coup, ils ont disparu complètement du mobile, donc c'est un peu le fail. Bon, après, BlackBerry aussi a disparu parce qu'ils pensaient que le clavier, c'était l'avenir. Ils ont mis un peu trop de temps à évoluer, disparu. Il y a Nokia aussi, qui a disparu. Alors oui, voilà, eux, par contre, sur le smartphone, ils n'ont jamais réussi à trop... Enfin, pourtant, ils étaient pionniers donc, dans des premiers modèles. Ils avaient même fait une console, la N-Gage et tout ça, mais ça n'a jamais trouvé son public. Et après, non, il y a le J2ME, c'était du Java micro-édition, mais ça marchait pas très bien parce que c'était pas compatible entre mobile, entre Sony, entre Nokia, il y avait des différences. Donc, ouais, non, donc il y a eu des évolutions pas à pas, mais enfin voilà, vraiment le début finalement, l'an zéro du smartphone, c'est 2007. Et alors, du coup, sur un aspect purement dev, je sais pas, est-ce qu'il y a des paradigmes qui sont apparus, d'autres qui ont disparu? Est-ce que le travail de conception, enfin, j'imagine, c'est beaucoup professionnalisé, c'est-à-dire que maintenant, quasiment tout le monde a une app, donc ça se fait de manière beaucoup plus... Tout à fait. Ça a beaucoup évolué, on va dire, pour 2 raisons principales. La première, c'est que on ne pouvait pas faire sur mobile ce qu'on faisait sur desktop, pour des raisons de performance et de puissance. Donc forcément, tu ne pouvais pas faire des choses trop compliquées, tu étais limité sur des tailles, enfin, au début. Et puis petit à petit, ces limites se sont levées, les périphériques ont été plus puissants. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu développes sur iOS ou sur Android, tu fais la même chose qu'une appli desktop. Enfin voilà, même en termes d'archi. Au début, je me rappelle sur les premières applications iPhone
et Android, tu utilisais beaucoup moins de framework, tu faisais des choses beaucoup plus MVC, pas très architecturées. Alors maintenant, on le fait beaucoup plus parce que c'était des applis plus petites, donc on les simplifiait, puis on voulait pas rajouter de surcouches. Tu pouvais pas, tu vois, Android, c'était du Java, bon, ça l'est toujours, maintenant on utilise plutôt Kotlin. Moi, j'avais fait pas mal de Java, je m'étais dit, ouais, on pourrait mettre Spring, tout ça. Malheureux, mais non, parce que Spring, ça fait de la génération de code à la volée, tu vas tuer le téléphone. Donc, il y avait pas mal de choses qu'on avait dans l'univers Java, on ne pouvait pas les faire sur mobile. Donc, effectivement, on avait des limitations qui, petit à petit, se sont levées. Aujourd'hui, je pense qu'on ne les voit plus trop, les limitations, si ce n'est celles qui sont imposées par les plateformes. Quand tu dis du coup qu'avant, on ne pouvait pas faire sur mobile ce qu'on faisait sur desktop, est-ce que maintenant, la tendance n'est pas même carrément inversée? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sur desktop ce qu'on arrive à faire aujourd'hui sur mobile. Parce que tu vois, en termes d'interface, tu as quand même... sur un ordi, on est encore bloqué sur un clavier et une souris au final. Oui, tout à fait, tout à fait. Non, c'est une bonne question, une bonne remarque. Je ne me l'étais jamais posée, mais c'est vrai qu'effectivement, sur mobile, en plus, tu dois pouvoir gérer plusieurs périphériques de pointage, puisque de toute façon, quand on dit mobile, c'est aussi tablette, ça tourne sur les mêmes OS, les mêmes technos. Maintenant, tu peux mettre des claviers, des souris. Ça peut être sur la télé maintenant aussi, les voitures, enfin le mobile maintenant, c'est partout. C'est ça, donc ça doit pouvoir fonctionner avec de la télécommande, du touch, du pointage, du clavier. Donc effectivement, oui, on doit supporter beaucoup de choses, peut-être plus que sur desktop. C'est vrai. Bonne remarque. Du coup, tu nous disais aussi qu'au début, tu faisais ça un peu en MVC. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'au début, le mobile, c'était juste une fenêtre déportée de l'ordinateur où on reprenait le même truc. Aujourd'hui, c'est un truc qui est beaucoup plus structuré. Disons que, ouais, en fait, alors ça a été aussi un peu orienté par la manière dont les frameworks mobiles sont faits. C'est-à-dire que si tu prends sur iOS, chez Apple, tous les exemples, tout et tout le UI kit, donc maintenant il y a SwiftUI qui change un peu la donne, mais avant, c'était du MVC traditionnel, donc tu avais ton view controller qui contrôlait ta vue, puis derrière, tu branchais tes repositories, tes services, tes managers pour toute la logique et la donnée. Sur Android, c'était un peu pareil. T'as la notion de... Alors, c'est une activité, c'est un view controller, mais qui se met qu'en plein écran. Donc, après, ils ont sorti les fragments, qui sont des view controllers qui peuvent... ils ont sorti ça quand les tablettes sont sorties, pouvoir recomposer des écrans avec des morceaux. Et c'était pareil, il y avait pas grand-chose en termes de structure. Dans les exemples, il n'y avait pas beaucoup d'architecture. Donc, moi, quand je suis arrivé... surtout sur Android, où je venais donc de Spring, machin, où donc on était sur de l'injection de dépendance et toutes ces bonnes pratiques, on va dire, solides qu'on mettait en place depuis déjà quelques années. Tu arrives sur Android, waouh, tu vois des appels statiques partout, tu vois, avec des get instance, là, des singletons dans tous les sens. Et on dit, bah ouais, mais on fait comme ça parce que bon, l'appli est petite ou alors parce que ça va prendre plus de ressources. Donc au début, c'était pas très. Mais maintenant, on n'est plus du tout sur ça et on est sur des archis qui sont. Alors, c'est des archis très orientés présentation, puisque on fait beaucoup de présentations sur mobile. Hein, c'est 70 à 80% du code, c'est de la présentation d'écran. Et souvent, on utilise de la logique déportée. Donc maintenant, ça s'est beaucoup structuré. Donc, on a toute la famille, les évolutions de MVC, MVP, MVVM. Voilà, et on peut mettre des archis plus complètes, type Clean Archi ou des choses comme ça en place. Ça va dépendre des projets et des besoins. Alors, je vais profiter de ta venue, de ton bagage assez important sur ces sujets-là. On va faire un épisode avec plein de buzzwords. On va déclencher plein de guerres. On va essayer de répondre à la guerre. Donc à l'époque, on a commencé avec Objective-C et Java. Maintenant, on est sur Kotlin et Swift. Donc on va voir est-ce que Kotlin ou Swift, lequel des deux est le mieux. On va essayer de voir est-ce que le natif ou des trucs multiplateformes sont mieux. On va faire aussi même est-ce que Flutter est mieux que React Native. On va se faire plein de buzzwords. Allez. Comme ça, l'épisode, il va cartonner. Ça marche. Donc du coup, on va commencer. Effectivement, alors, sauf erreur de ma part, mais donc, de souvenir, on a commencé sur iOS avec Objective-C et sur Java sur Android. Moi, j'ai commencé ma première app en iOS sur Objective-C. Ça a été un enfer. C'était pas du tout mon truc. Ça a été compliqué.
Et j'ai fait après une autre version sur Swift. Ouais, mais la révolution, quoi. Ça a été pareil, le passage de Java à Kotlin? Non, il a été plus simple. Il a été plus simple parce que finalement, Kotlin, c'est un langage JVM et qu'il est directement interopérable avec Java. Donc, tu pouvais facilement récupérer toutes les libs écrites en Java en Kotlin. Et tu as même dans l'IDE Android une fonctionnalité qui te transforme ton code Java en code Kotlin tout seul. Tu vois, donc ça, c'est pratique. Alors, ça ne fait pas forcément du beau code optimisé, mais quand tu dois migrer une base de code ou autre. Le passage Objective-C Swift, alors oui, donc Objective-C, effectivement, ça c'est un peu le challenge d'Apple, c'est que donc Objective-C, c'est un langage des années 80, donc c'est un peu spécial, hein, donc si tu as pratiqué. Ils ont quand même réussi, quand l'iPhone a décollé, à le classer dans le top 5 des langages les plus utilisés dans le monde, alors que c'est un truc qui effectivement, par rapport à ce qui se fait maintenant, est un peu de notre âge. Donc des fois, je suis un peu nostalgique, j'aime bien un peu Objective-C, donc je ne veux pas trop dire de mal. Mais bien évidemment, Swift, ça a été la révolution. Par contre, l'interopérabilité Objective-C Swift, elle est un petit peu plus compliquée. Il faut faire des bridging headers pour que les deux mondes puissent communiquer entre eux. Mais donc pour toi, Objective-C, tu gardes une affection Oui, oui, parce que alors peut-être c'est lié au fait parce que c'était le début de l'iPhone, tout ça, et donc il y a sans doute beaucoup d'affect. Hein, je veux dire, je sais pas si je suis très objectif, mais aujourd'hui, bien évidemment, faut pas se lancer dans une application d'Objective-C. Swift amène pas mal de nouveaux concepts, notamment tout ce qui est null safety, tout ce qui est typage, tout ça. Enfin, tu vas faire un code beaucoup plus safe. Surtout Objective-C, au début, tu avais du reference counting manuel, donc c'est une gestion de mémoire manuelle, on va dire. Tu pouvais facilement faire crasher ton application. Donc maintenant, on n'a plus ça. Le compilateur te guide quand il y a des soucis sur justement des checks qui ne sont pas faits, des choses comme ça. Donc c'est quand même beaucoup plus confortable et surtout, ça produit des applications plus stables. Ouais. Il me semble aussi de souvenir que Kotlin est sorti après Swift. Oui, Kotlin, c'est plus récent. Et Kotlin, c'est JetBrains, l'éditeur de plusieurs IDE Java et notamment de Android Studio, qui a créé ce langage et qui l'a open sourcé. Puis ensuite, Google qui l'a officialisé il y a, alors je ne sais plus, mais je ne veux pas dire de bêtises, 4 ans au moins, 3-4 ans. C'était une annonce Google I.O. Et donc, voilà. Et Kotlin, très, très bon langage aussi. Alors, si tu veux que je fasse la comparaison, Kotlin, Swift, allez, je vais mouiller. Alors moi, je suis plus à la base iOS, hein, pour dire la vérité, mais je trouve que Kotlin quand même permet de faire des trucs des fois un peu plus sympas que Swift. Mais ça dépend. Des fois, Swift se débrouille mieux dans d'autres domaines. Donc, en tout cas, c'est un peu le même type de langage. C'est des langages. Donc, c'est les mêmes principes. C'est tout ce qui est type safety, performance. Et puis on sort un peu, si tu as fait du Java, tout était objet. En Kotlin, tu peux faire des fonctions qui ne sont pas des objets, parce que tu sais, maintenant on dit que la programmation orientée objet, il faut s'en éloigner, il faut revenir sur du fonctionnel, utiliser de la composition. Bon, ça c'est l'avis des gens qui peuvent être d'accord ou pas, mais en tout cas, voilà, l'intérêt c'est que tu peux faire les deux, alors qu'avant en Java, tu étais un peu coincé à faire toujours de l'objet. Alors du coup, c'était quoi qu'ils ont essayé d'adresser? Parce que j'imagine que le fait qu'ils aient sorti chacun un nouveau langage quasiment en même temps répondait plus ou moins peut-être à la même problématique en termes d'évolution de l'écosystème. C'est quoi? C'est une maturité acquise du truc? C'est des problématiques de sécurité en particulier? C'est des évolutions de dev, je sais pas. Alors, je pense que les deux raisons, elles peuvent être différentes. Si on part du cas Google, je pense que Google, au début, ils ont voulu faire donc une machine virtuelle Java pour Android, parce que Java, c'était très populaire. Et que je pense que leur but, c'était bien évidemment d'attirer un maximum de développeurs sur la plateforme. Du Java, beaucoup de gens savaient en faire, donc ont pu se mettre à Android sans la barrière du langage. Ouais. Donc ça, c'était bien. Mais c'était pas forcément suffisant. Et puis bon, Java, ils avaient eu des histoires de brevets, de guéguerre de brevets avec Oracle qui avait racheté Sun, tout ça. Je pense qu'aussi c'était bien de se doter d'un langage propre, d'une identité propre.
et de bénéficier justement d'un langage avec tout ce qui est null safety, tout ça. Parce qu'il faut savoir que sur Android, Java, on n'est pas au même niveau que sur desktop. On est sur du Java, je crois qu'on doit être limité à du 1.11. Je ne veux pas dire de bêtises, on est sur une version au maximum plus ancienne. En général, on est en 1.8, je crois, très souvent. Mais bon, maintenant, comme on fait du Kotlin, on n'utilise plus trop ça. Mais donc voilà, donc c'était aussi pour se décorréler, je pense, de Java, maintenant qu'ils avaient un écosystème, une communauté de développeurs. Apple, je pense que c'est différent. Apple, je pense que c'est parce que le langage est vétuste. Donc Objective-C, juste pour faire la petite histoire, donc c'est un langage qui date des années 80. Ça a été le premier langage dérivé de C objet avant C++. Enfin, C++ est sorti avant, mais c'était un transpiler qui convertissait ton C++ en C. Objective-C, c'était le premier compilateur qui a fait du C-objet. Donc, il est vieux. Pourquoi il s'est retrouvé là? Parce que c'est le langage historique de macOS 10 et qu'il a été apporté par Next Computer, la boîte que Steve Jobs a fait quand il est parti de chez Apple et quand il est revenu et qu'il a dit bon, on va refaire un OS, tout ça. Et ils sont repartis sur les mêmes bases techniques qui avaient été faites par les ingénieurs de Next à l'époque. Ok. Voilà. Donc le langage étant un peu vétuste et démodé par rapport à ce qui se faisait à côté, il fallait à un moment aussi pour attirer des nouveaux développeurs quelque chose d'un peu plus sexy, sympa. Et si en plus c'est plus safe, c'est encore mieux. Donc au final, dans les deux cas, il y avait quand même une notion d'attractivité pour le monde des développeurs. C'était pas... Moi je pense, alors l'iPhone, je pense, ils sont partis sur Objective-C, là, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont été très forts parce que, je pense que l'usage a fait que les gens s'y sont mis par la force des choses et puis que comme la plateforme est fermée, tu es un peu obligé de développer sur ce langage-là au début. Donc, ils ont joué sur ça, mais après, heureusement, ils ont évolué. Et Google, je pense qu'effectivement... Donc, Google, ils sont Android, la première version, on va dire, est sortie en 2008, donc un an après l'iPhone, mais on a pu développer tout de suite dessus. Et au début, les outils, moi, je trouve qu'ils étaient un peu moins matures. C'était un plugin Eclipse, tout ça, ça marchait pas bien. Il n'y avait pas de système de build. Android, ça a vraiment évolué à partir de la version 4, où tu as commencé à avoir Gradle, le système de build, qui est pour le coup plus évolué que ce qui se fait aujourd'hui sur iOS, je trouve. Et Android Studio, un IDE à part entière, qui est plus Eclipse, qui est sympa, qui nous a rendu beaucoup de services, mais qui, maintenant, un peu démodé, un peu lourdeau. Et je pense qu'il est de moins en moins utilisé, même sur tout ce qui est back-end. Ok. Alors du coup, ces nouvelles techno, elles ont été bien accueillies par le monde des développeurs? Oui, parce que alors, sur mobile, comme c'est un peu des fois un monde à part, alors si tu prends Apple, je pense que c'est là où c'est le plus exacerbé, tu as pas mal de fanboys qui sont à fond sur toutes les technos, donc Swift sort, vite il faut faire des applis en Swift, tout ça. Bon, Swift ça n'a pas été sec tout de suite au début, tu écrivais en Swift 1, et puis dès que le 2 sortait, il fallait tout réécrire parce qu'ils avaient changé beaucoup de choses. Mais ça a été relativement suivi et puis je pense que les gens n'avaient pas un amour fou pour Objective-C, donc ils ont dit on a notre truc pour fonctionner, ils l'ont fait. Et sur Android pareil, j'ai l'impression que le développeur mobile il va plus suivre sa plateforme que son langage, tu vois. C'était Java qui avait aussi ses limites et ses défauts, et donc quand Kotlin est arrivé, tout le monde l'a bien accueilli. La transition était assez souple avec Java par rapport à Objective-C, Swift, où quand même une grosse évolution sur la syntaxe, on va dire. Donc, je pense que les développeurs, ils sont plus attachés à une plateforme finalement qu'à un langage. Si demain Apple dit on fait plus Swift, mais je ne sais plus quel langage, Apple Dev, j'en sais rien, il y a fort à parier que tout le monde suive. Ouais, effectivement. Et alors du coup, il y a aussi toujours, il y a encore cette guerre du natif versus des plateformes, des systèmes multiplateformes. Aujourd'hui, il y en a deux qui se taillent le bout de gras, c'est principalement Flutter et React Native. Il y en a eu beaucoup avant, il y avait des environnements d'applications avec des systèmes de pages qui étaient aussi tout faits. J'ai plus de noms qui me viennent en tête, mais... Ouais, tout à fait. En fait, c'est vrai que quand le dev mobile est arrivé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu comme une régression, puisque avant que le web mobile arrive, les applications desktop, il y en avait quelques-unes, Word, des trucs comme ça, mais on avait beaucoup dans le navigateur web. Et l'avantage du web, c'est que ça marchait sur toutes les plateformes. Il
y avait Internet Explorer qui nous causait des soucis un peu, mais je veux dire, c'était assez universel. On faisait un développement, ça marchait partout. Quand on est arrivé sur mobile, surtout au début, il y avait Android, il y avait iOS, mais il y en a eu plein d'autres. Il y avait encore BlackBerry, il y avait Bada, un OS de Samsung qui est mort assez rapidement, et sans doute d'autres que j'oublie. Et puis, tu avais aussi le fait que tu avais des devices qui étaient vachement différentes entre un Samsung, un LG, un Huawei ou autre. Enfin, tu avais des tailles d'écran différentes, tu avais des claviers, pas de clavier, des boutons, pas de boutons. Exactement, exactement. Et donc, ce qui était compliqué, c'était de se dire, mais on avait réussi à faire quelque chose d'un peu universel qui marche partout. Là, il faut tout refaire. Non, il faut qu'on arrive à mutualiser. Bon, pour des histoires de coûts, et puis c'est toujours bien si on peut éviter de répéter les choses 10 fois. Mais en fait, donc du coup, les premières solutions qui sont sorties, ça a été les WebView, parce que dans le développement natif, tu as un composant, aussi bien sur iOS que sur Android, ça s'appelle la WebView. C'est un composant magique, tu lui mets une URL ou alors un contenu HTML et puis il affiche. Donc on faisait des WebView, ça permettait de faire du développement web, et tu faisais que la coquille qu'on appelle en natif, c'est-à-dire l'appli qui se lançait et qui affichait la WebView. Voilà. L'expérience n'était pas terrible parce que le web était poussif, surtout sur les premiers devices, donc l'interprétation, JavaScript, tout ça, c'était un peu lent. Donc ça, c'était une première génération. C'est toujours comme ça que fonctionne Cordova, tout ça, mais maintenant, c'est des frameworks qui sont en perte de vitesse. Après, tu as eu des premières tentatives d'essayer d'un peu plus s'interfacer avec le natif. Donc là, il y en avait un qui s'appelait Titanium Accelerator, qui n'a jamais trop pris en France, où tu écrivais déjà, c'est un peu l'ancêtre de React Native, où tu écrivais en JavaScript et que tu faisais des layouts en XML. Tu as eu Xamarin, poussé par Microsoft, où là, tu écrivais en C#, donc tu avais packagé dans ton appli une machine .NET, là, mono, qui tournait, et tu avais Xamarin Forms qui étaient des composants graphiques cross-platform. Là aussi, ça n'a pas trop décollé au niveau de la perf, tout ça. Microsoft avait pourtant pas mal communiqué dessus. Donc, il y a eu ça. Bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est un peu les grosses familles. Et puis, en 2015, si je ne me trompe pas, tu as React Native qui est arrivé. Et là, ça a un peu changé la donne parce qu'on s'est dit, ah ouais, on peut quand même faire des choses pareilles du cross-platform, alors qu'avant, tu pouvais faire du cross-platform, mais tu savais que tu perdais sur l'expérience. Ouais. C'était plus lent, ça marchait moins bien. React Native, ça a quand même... et ça marche relativement bien, donc ça a commencé à déjà mettre un petit pavé dans la mare, et ça s'est pas mal développé. Et puis après, tu as Flutter qui est arrivé plus récemment, là, qui n'est pas encore au même niveau que React Native, et en termes d'usage et d'adoption, mais qui a une techno et un fonctionnement qui fait qu'il a des perfs qui sont quasi au niveau de ce que tu fais avec du dev natif, donc c'est relativement intéressant aussi. Et ça, du coup, c'est des plateformes que vous utilisez chez InsideApp, où vous favorisez plutôt le natif encore aujourd'hui? Alors non, on va s'adapter parce qu'en fait, ces frameworks qui vont quand même, que tu fasses du React Native ou du Flutter, tu vas quand même faire des noms de bonne qualité. Et ça, c'est des études d'ailleurs, des fois c'est des audits qu'on va faire au cas par cas, en fonction de ce que tu veux développer. Forcément, si tu veux faire une application avec juste de la réalité augmentée, des capteurs, des choses comme ça, vaut mieux rester sur du natif plutôt que s'embarquer sur une surcouche cross-platform. Si tu veux faire une application qui va faire essentiellement de la présentation, appel à des web services, présenter des données, finalement, le cross-platform, ça marche très bien aussi. Ça va dépendre aussi des objectifs de la boîte. Est-ce que c'est gagner du temps, de l'argent? Est-ce que c'est reconvertir des devs existants? Parce que ça, c'est la grosse force de React Native. Tu développes quand même en React. Donc, un développeur qui fait du React, JS, va pouvoir se mettre au React Native sans forcément... Alors, à un moment, il faudra quand même qu'il mette les mains dedans. C'est le moment difficile, mais en tout cas, il pourra développer des features et des écrans sans trop se soucier de la plateforme native en restant dans un univers qu'il connaît. Donc, ça, c'est une grosse force de React, et je pense que c'est ce qui fait qu'il est aussi populaire aujourd'hui. J'ai même découvert il n'y a pas très longtemps en recevant Sébastien de React Hebdo qu'avec React Native, maintenant il y a React Native Web
Et donc, en fait, tu peux créer tes pages web depuis tout ce que tu as créé pour ton application mobile, quoi. Tout à fait, ouais. Utiliser les mêmes balises, en fait, les mêmes composants, et derrière, on va générer des rendus différents. Ouais. C'est relativement complet, hein. L'écosystème React, il est bien. Et puis surtout, moi, quand Flutter est sorti, je me suis dit, comme la techno est supérieure en termes de performance, ça va donner un coup à React qui était déjà, tu vois, une bonne phase de maturité. Ça va un peu perdre de la vitesse. Et finalement, je suis étonné de voir la vivacité de la communauté, les optimes qui sont faites en permanence, parce que forcément, c'est du JavaScript. Donc, il est un peu moins performant que les autres, mais c'est masqué par justement toujours une optimisation à chaque version, rajouter des fonctionnalités pour rester dans le coup. Et pour le moment, franchement, ça marche vraiment bien. JavaScript qui est décidément, enfin pour moi, c'est la surprise des 10 dernières années. C'est la place qu'a pris JavaScript dans le monde du dev partout. Ouais, tout à fait. Bah oui, avant, on s'en servait Pour à mon bricoler époque. des sites web. C'est ça, tu faisais une validation de input avant un submit pour éviter d'avoir à le faire côté serveur, justement. Et puis après, ouais, des SPA, des applis complètes. Et puis maintenant, tu attaques d'autres plateformes, tu fais du back-end. Et puis TypeScript qui est quand même relativement intéressant, parce que on va pouvoir quand même un peu faire du code un peu plus secure. Et, je reprends du coup une des questions de Salty dans le chat qui est intéressante, c'est que dans le monde du web ou du desktop, on va dire de manière plus globale, on s'est éloigné petit à petit de la notion d'une application cliente avec le SaaS qui a complètement explosé. Tout se fait aujourd'hui dans le navigateur, donc on a voulu aller avec des clients de plus en plus légers. Là où visiblement dans le mobile, en revanche, on est revenu à des clients de plus en plus lourds, c'est-à-dire qu'on met de plus en plus d'intelligence côté applicative dans le téléphone directement. Il y a de moins en moins de choses qui sont vraiment déportées. Alors que le mobile pourtant a moins de capacité physique, technologique qu'un desktop. Comment est-ce que toi t'expliques ce retour aux clients lourds? Parce que je pense qu'une application mobile, ça a un cycle de vie et un périmètre qui est supérieur à une page web. Tu vois, par exemple, une interface web, tu as en gros 2 états. Soit tu as la page qui est ouverte, soit tu la fermes, et bon, elle n'existe pas. Alors bon, maintenant, tu peux faire des notifs, tu as des services workers, des petits trucs comme ça qui existent. Alors que finalement, une application mobile, elle peut être lancée, fermée, en arrière-plan, en premier plan. Le système peut décider de la fermer pour des histoires de ressources. Elle va aussi devoir s'intégrer à ton OS, les widgets, les notifs, les écrans déportés, les montres, les CarPlay, les Android Auto. Et donc finalement, une application, oui, il faut qu'elle ait plus de responsabilité du côté UI, parce que c'est pas une UI juste un affichage. C'est ton appli, elle peut travailler même si elle n'est pas lancée, même si tu la vois pas. Ce qui n'est pas le cas du web, qui est essentiellement, aujourd'hui en tout cas, du display. L'appli, elle vit tout le temps. Ton téléphone, il est toujours allumé. Tu peux la fermer, mais je veux dire, derrière, elle peut être réveillée par une notif. Il peut y avoir des traitements en tâches de fond qui vont se lancer à certains moments, sans forcément que tu le saches. Donc voilà, c'est une interaction et un cycle de vie beaucoup plus riche. Et d'ailleurs, c'est une des grosses différences entre le dev web, où voilà, tu fais ta page et puis soit elle est chargée, soit elle n'est pas chargée. Là, le mobile, tu sais jamais dans quelles conditions tu l'utilises. Surtout, en plus, tu peux avoir refusé l'accès au réseau ou au GPS. Donc, il faut gérer tous ces cas-là. Et donc, bien évidemment, il y a tout ça à intégrer dans l'appli. Et dans ton appli, tu as le morceau de binaire qui va se mettre sur ta montre pour que tu puisses avoir l'appli sur ta montre et sur ton CarPlay et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que une application aujourd'hui, ça va permettre de faire plus de choses qu'une appli web. Ça fera pas forcément mieux une UI. Enfin, après, ça se discute. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais ça va faire des choses que tu peux pas faire avec un client, enfin en mode web classique. C'est intéressant. J'avais jamais pensé à cet aspect-là. Donc en fait, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'une application aujourd'hui mobile, quasiment, elle a un back-end qui est intégré dans l'application, qui va du coup adresser plusieurs fronts. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu vas faire une application, que tu veux qu'elle soit du
Spotify sur ta voiture, je ne sais pas s'ils ont une interface spéciale Spotify. Moi, je suis Apple Music pour ça. Bref, tu as une application, ouais, c'est des extensions, c'est des binaires qui sont packagés dans la même appli et qui vont se déployer sur ton terminal, sur les écrans déportés, tu ne vas pas faire des interactions avec. Donc, tu as une interaction qui va au-delà de juste ce que tu vois dans la fenêtre. Et donc, ça explique pourquoi c'est important d'avoir une appli intégrée au système et qui va être native pour le coup. Et alors du coup, justement, cette multiplication d'écrans, de types d'interactions, donc effectivement, moi quand je préparais l'émission, je pensais bêtement au fait que il n'y a plus de clavier, il n'y a quasiment plus de boutons, tout se fait à l'écran, donc au doigt, du coup, il y a des interfaces qui sont infinies en termes de possibilités, mais donc tu rajoutes qu'il y a effectivement aussi ta voiture, ta montre, qui rajoute aussi des connexions possibles, les notifications qui sont du coup aussi une interaction possible. En termes de développement, comment est-ce que tu appréhendes ce volume d'interactions aussi variées soient-elles? En général, c'est bien fait dans les frameworks. Tu as tout ce qu'il faut pour faire gérer la connectivité entre les divers écrans, tout ça, c'est un peu packagé. Hein. Tu vas pas réinventer la roue à chaque fois. Et puis après, on ne va pas se cacher qu'aujourd'hui, même si une application mobile peut faire tout ça, il y en a peu qui implémentent tout ça. Et très souvent, et c'est là que le cross-platform peut avoir son intérêt, très souvent, l'appli, c'est pour consulter, je ne sais pas, ton solde de banque. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, parce que la banque, tu peux avoir d'autres interactions, mais notamment avec tout ce qui est les paiements, les choses comme ça. Mais voilà, consulter, je ne sais pas, ton assurance, tu sais, j'ai une appli où l'assurance, j'ouvre une fois par an pour faire le renouvellement. Bon, celle-là, ça peut être juste un front, il n'y a pas besoin de monde, tout ça. Donc là, on est sur un cas simple. Et après, pour tout ce qui est gestion du life cycle, donc du cycle de vie, savoir si l'appli, elle a les bons droits, la connectivité, tout ça, il faut apprendre le framework. Je pense que d'ailleurs, c'est la principale marche à monter quand tu passes du dev pas mobile, front, web ou desktop classique au mobile, c'est effectivement savoir voilà, une notification, tu peux la recevoir quand tu es dans l'appli, quand l'appli elle est éteinte, donc il faut se brancher au bon endroit, tu as des méthodes, voilà. Et pareil sur Android, chaque activité a un cycle. Donc, est-ce que l'écran a été chargé, pas chargé, mis en pause, resume, est-ce qu'il a été détruit? Donc, il faut écouter tout ça en permanence. Donc, effectivement, ça peut être des sources de bugs parce que souvent, tu développes sur ton simulateur ou ton émulateur, sur ton ordi, puis quand tu es sur un vrai tel, que tu commences à tester, que tu vas dans le métro, non, ça capte pas ou autre, c'est là. C'est pour ça que c'est bien, ça se fait des tests complexes, mais c'est bien aussi de tester dans ces conditions-là, puisque c'est le réusage d'un mobile, en fait. On n'est pas toujours l'écran activé, avec toutes les autorisations activées, donc il faut bien tester tout ça. Ouais. Il y a aussi un truc dans ce que tu as dit, ça m'a fait penser à quand tu disais tout à l'heure que l'application, au final, c'est de la présentation d'informations. Donc, c'est une application CRUD assez simple. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Tu vois, on a parlé du JavaScript tout à l'heure qui a complètement explosé. De manière plus globale, on peut dire que le développement front, par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, aujourd'hui, le dev front, notamment avec des technos comme React, c'est un métier hyper complexe avec beaucoup de couches, de nuances, de subtilités. Là où moi, quand j'ai commencé, le CSS, c'était une catastrophe. Le JavaScript, on moquait, ce genre de choses. Le PHP, rappelle-toi, on faisait le front et le back dans le même script. Voilà, c'était n'importe quoi. Mais donc, du coup, ma question, c'est est-ce qu'au final, ce développement mobile, qui, comme tu le dis, dans beaucoup de cas, en fait, c'est juste de la présentation d'informations et de l'envoi d'informations, est-ce que c'est pas ça qui a fait que le dev front est aujourd'hui un métier aussi complexe? C'est qu'en fait, il y a une espèce de parce que le mobile, c'est quand même beaucoup plus démocratisé que le desktop. Tu as des gens qui n'ont pas d'ordinateur, mais qui ont un téléphone mobile. Tu vois, est-ce que du coup, c'est cette nouvelle complexité, ce nouveau volume, qui a fait que le front aujourd'hui est aussi riche que ce que c'est aujourd'hui? C'est possible, mais alors j'en suis pas sûr parce qu'en fait, finalement, il y a eu deux phénomènes, d'après moi, qui sont arrivés à peu près en même temps. C'est les premières SPA avec Backbone.js et des choses comme ça, donc les premières applications pure front en JavaScript d'un côté,
et effectivement, d'un autre côté, l'arrivée en force du mobile. Il y a eu les deux en même temps. Donc, je ne sais pas dire si c'est plus l'un ou plus l'autre. Voilà. Et puis, en même temps aussi, tu as, au-delà du développement, tous les métiers UX qui se sont développés avec l'importance de la qualité de l'interface, de la hiérarchisation des informations, de la structuration de tout ça. Et je pense que tout ça, ça a effectivement joué. Mais je ne pense pas que ce soit le mobile seul. Mais voilà, c'est une composante de l'équation. Ouais. Non, mais c'est intéressant de ça. Moi, je je reste encore bluffé. Alors, je crois que ça fait une dizaine d'épisodes où je le dis quasiment à chaque épisode. Je trouve que le JavaScript a pris une place qui est quand même hallucinante. Le dev front est devenu un métier absolument hallucinant. Et moi, quand j'ai commencé, tout ça, c'est des trucs. Tu c'était faisais un enfer. tout, ouais, tu faisais tout au même endroit et ouais, on se souciait pas trop des couleurs. Le Il y avait ça aussi. dev était UX, UI, testeur, DevOps. Il y avait le tout. Il y a un autre changement aussi dans le développement mobile, c'est le fait que tu es sous le joug, on va dire, d'une plateforme qui maîtrise entièrement le truc. Alors, je crois que Google est un peu plus lax dans ce que tu peux mettre à dispo. Apple, on le sait, a cette image de contrôler de près. À quel point est-ce que ces choses-là influent sur ton rythme de développement, sur ton process de conception, de mise en ligne? Ça influe quand même beaucoup. Puisque aujourd'hui sur Android comme sur iOS, tu as une version majeure d'OS qui sort par an. Donc qui va apporter son lot d'évolutions en termes de framework, d'API qui vont casser, qu'il faut réécrire. Donc déjà, c'est une composante à avoir en tête. Déjà, tu as cette évolution naturelle qui est rapide des OS. Le fait qu'avec ça, tu as aussi des nouveaux périphériques qui sortent, avec des nouvelles capacités, nouveaux types d'écran. Donc il faut les prendre en compte parce que il y a un système de validation. Tu peux pas aujourd'hui. Alors tu peux le faire sur Android, mais sur Apple, tu peux pas dire je développe une application et puis je la donne à un pote comme ça, il la télécharge, il l'installe. Tu peux pas, tout doit passer. Alors tu peux en mode test avec des limitations, mais les applications, elles sont faites pour aller sur le store, qui est le point d'entrée de l'utilisateur. Et donc pour aller sur le store, tu passes une validation. Donc tu dois respecter un certain nombre de guidelines. Alors c'est pareil chez Apple, chez Android, comme tu dis, chez Android, le process sur Android, donc chez Google, le process est un peu plus souple, mais se durcit un peu plus. Là, maintenant, ils commencent à annoncer des versions minimum de SDK qu'il faut et de plus en plus de pratiques. Apple, ils sont un peu plus exigeants, on va dire, depuis le début. Mais effectivement, il va falloir donc se conformer à des guidelines qui peuvent être aussi bien d'ordre fonctionnel ou ergonomique. Par exemple, tu ne peux pas détourner l'utilisation d'une tab bar pour la positionner au mauvais endroit ou faire en sorte que la tab bar, quand tu cliques dessus, tu ouvres une pop-up. Non, c'est pas fait pour ça. Donc, tu peux te faire retoquer pour ça, ou tu vas induire en erreur l'utilisateur par rapport au code de la plateforme. Et puis après, aussi sur les aspects techniques, sur ce que tu peux faire ou tu ne peux pas faire. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est traitement en tâche de fond. Sur iOS, les traitements en tâche de fond, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas t'amuser à faire un traitement en tâche de fond qui va réveiller l'appli et qui va faire n'importe quel traitement. Donc, des tâches de fond, ce qui va être autorisé, c'est tout ce qui va être musique, tout ce qui va être VoIP. Et après, dès qu'il va y avoir des calculs, des traitements à faire, tu as un système de scheduling qui s'appelle Background Task. Mais tu sais pas, c'est le système qui décide quand est-ce qu'il va l'exécuter, la fréquence à laquelle il va le faire, parce qu'il va essayer de préserver la batterie, tout ça. Donc, tu as des contraintes, tu as des choses que tu peux pas faire. Et alors, de la même manière, je me trompe peut-être, mais moi, il me semblait qu'à l'époque, quand tu recevais une notif, tu pouvais, entre guillemets, réveiller ton application avec la notif, mais tu avais une espèce de time frame de temps d'exécution de code, donc tu pouvais pas exécuter, tu pouvais pas lancer un truc qui allait exécuter pendant 20 minutes. Quoi. C'est ça, ouais. Tu peux pas, ouais, quand tu fais des notifs ou des silent push notifications pour réveiller ton appli, c'est juste pour faire un mini traitement pour traiter l'info qui arrive, mais au bout d'un moment, le système, il va te l'arrêter, l'appli. Donc voilà. Sur Android, c'était un petit peu plus loin, mais pareil, là aussi, il y a tout ce qui est gestion des services en background, tout ça, c'est de plus en plus surveillé pour éviter de faire n'importe quoi, soit pour des histoires
on va dire, de sécurité, code malicieux, tout ça, soit tout bonnement pour préserver l'autonomie des téléphones, s'assurer que les applications ne fassent pas n'importe quoi. Et donc, du coup, il y a ça à passer, et ça va avoir un impact, donc aussi bien sur la roadmap technique que la roadmap fonctionnelle. Tu as des breaking change qui arrivent très souvent, et si tu ne suis pas un peu l'actualité de ce qui se passe dans le mobile, tu peux être surpris parce que on va t'annoncer, tiens, il y a telle nouvelle fonctionnalité qui sort, tu as 3 mois pour être à jour pour soumettre une nouvelle appli, et tu as 6 mois pour que ça s'applique aussi sur les mises à jour d'applications. En gros, voilà, si tu as une appli déjà en cours de développement, si tu veux passer une validation, il faut soit soumettre juste avant pour se donner un petit appel d'air, soit envoyer pour... Et donc ça va influer sur les roadmaps produits, parce que forcément, si tu prévois que des features et qu'au début on te dit donc un exemple, c'était quand l'iPhone 10 est sorti, donc avec la Safe Area, le fait que maintenant tu sois en plein écran, qu'il y ait le notch, tout ça, il fallait restructurer un peu ces écrans pour que ça prenne en compte ce type d'écran. Si tu le faisais pas, l'application restait sur le store avec des bandes noires, mais par contre, tu pouvais pas soumettre de mise à jour qui n'incluait pas le support de ces nouveaux écrans-là. Et donc, quand tu es sur une appli qui a 50 écrans et qu'on te dit, voilà, faut le mettre et t'attends tant, ça va avoir un impact sur ta roadmap. Donc, il vaut mieux savoir. Alors, pour savoir, en général, Apple fait des annonces, notamment à la WWDC, donc qui a lieu la semaine prochaine, le 6 juin, où ils vont faire un petit peu un preview de toutes les technos qui vont arriver, tout ça, et des fois, ils font un certain nombre d'annonces sur des choses qui vont changer, qui vont être dépréciées, et suite à cette WWDC, souvent on a accès quand on est dans le programme développeur, à des versions bêta d'Xcode et des divers outils pour déjà tester si on va pas avoir des régressions. Donc c'est bien de l'anticiper, parce que en septembre, il y a les nouveaux périphériques, tout ça, donc voilà, il faut que sa nouvelle version elle marche. Donc c'est quelque chose à anticiper. Donc oui, ça influe beaucoup. Et puis tu peux te faire refuser une appli, typiquement. Si tu n'as pas bien réfléchi à ton business model, tu peux réfléchir à une idée d'appli, la faire, et puis au moment on va dire non, parce que tu comprends, avec la guideline machin, tu peux pas faire ça, c'est interdit. Et puis il y a aussi le fait que, comme le disait tout à l'heure Salted sur le chat, c'est que sur le desktop, on s'est beaucoup tourné vers le SaaS. L'avantage du SaaS, c'est que tu n'as plus cette notion de mise à jour de ton client, et donc tu es sûr que ton utilisateur a toujours la version à jour de ton service. Là où maintenant, avec le mobile, tu es lié à ce planning-là de release de Apple ou d'Android qui vont valider ton application. Ça peut prendre entre 2 semaines à peut-être même parfois 1 mois, j'imagine, dans les pires des cas. Ouais, alors maintenant ça a baissé. C'est vrai qu'au début du store, avec les succès d'Apple, je me rappelle les premières soumissions là, de 2008-2009, des fois, il fallait attendre 2 semaines. Maintenant, c'est plus rapide, et puis ils essayent d'estimer le temps. Mais ça prend toujours plusieurs jours chez Apple. Chez Android, c'est différent, parce que je crois que c'est quasi tout automatisé. Donc, tu as la première soumission, le premier upload qui se fait manuel de l'APK, enfin maintenant ça s'appelle un bundle, c'est un autre format pour uploader. Et donc, celui-là, il faut que tu le fasses la première fois manuellement, et c'est un peu long, ça peut prendre 24, 48 heures, je ne sais pas trop ce qu'ils font derrière, j'avoue. Mais après, par contre, quand tu soumets, c'est dispo dans la journée. Donc, mais effectivement, c'est des choses à anticiper. Si tu dis, si tu as une opération de communication à telle date, il vaut mieux envoyer la soumission bien avant, être sûr de ne pas avoir de soucis, et puis après, tu as un mode où c'est validé, mais c'est toi qui appuies pour décider quand est-ce que tu veux que ça apparaisse sur le store. Et puis même, quand tu parles d'OP, en fait, il faut aussi que tu t'assures que ton application, elle est mise à jour sur suffisamment de clients, suffisamment de téléphones, pour que le jour où ton OP elle commence, en fait, quasiment tout le monde y a accès, et tu n'en es pas certain qu'ils sont encore sur un... Ouais, alors en général, quand tu déploies ton application, elle est déployée par défaut à tout le monde. Alors après, tu peux faire ça c'est des outils de bêta testing et de déploiement progressif. Donc Apple comme Google propose des solutions pour soit faire un programme de bêta testeur, et s'il n'y a que qui teste, soit tu peux faire du déploiement progressif. Si tu veux tester la stabilité d'une nouvelle version que tu n'es pas sûr, tu fais à 25%, tu regardes s'ils n'ont pas de soucis, tu passes à 50%, et voilà, tu peux déployer progressivement aussi. Tu peux faire ça, mais sinon, si tu ne mets pas d'option, en général, tout le monde l'a dans les 48 heures qui suivent. Ah ouais?
En 48 heures, Très souvent, si une fois que c'est validé que tu publies sur le store, très souvent maintenant les téléphones en plus ils ont les mises à jour automatiques d'applications et 48 heures après la publication sur le store, je pense que tous ceux qui ont les mises à jour automatiques activées auront l'application. J'ai pas de stats sur ça, mais ouais, en général, c'est cet ordre d'idée là. parce que en fait, ce qui m'étonne, c'est que donc moi j'ai les mises à jour automatiques sur mon téléphone, bien évidemment, et ça m'arrive parfois parce que je sais pas quoi, j'ai envie de voir ce qui se passe. Je vais voir dans l'App Store, je vais voir mes listes d'applications à mettre à jour, et à chaque fois j'en ai genre une trentaine. Ouais, Et du coup, si tu me dis que ça se met à jour tous les 48 heures, ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui publient quasiment tous les jours une release. des mises à jour, tu en as beaucoup. Si tu prends par exemple un Facebook, je crois qu'ils sont sur des releases de 3 semaines, c'est ça? Tu regardes l'historique, toutes les 3 semaines, ils publient une version. Donc forcément, donc du coup sur les 48 heures, les mises à jour, c'est vrai, moi aussi quand je l'ouvre des fois, j'ai des trucs qui sont en attente. Je sais pas depuis combien de temps. Donc il y a peut-être un petit délai, mais bon, il est pas, c'est un peu plus de 48 heures, mais de toute façon ça on le contrôle pas, ça arrive quand ça arrive. Mais voilà. Et après, ça va dépendre aussi des périodes. Typiquement, quand tu fais de la validation, il va falloir que tu évites de soumettre à la validation ton application juste avant l'activation d'une feature obligatoire. Typiquement, là, ce qui arrive le 31 juin, tu as une limite chez Apple sur maintenant toutes les applications qui permettent de créer un compte doivent proposer la suppression du compte dans cette même application. Il y en a plein qui ne le font pas, ils le font que sur le web, ou alors ils ne proposent pas de supprimer le compte, tout simplement. Donc, tout le monde est en train de le rajouter là. Et donc, il est possible que là, quelques jours avant le 31 juin, tous ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire soumettent déjà une mise à jour pour se donner un petit appel d'air. Tu as ça, tu as les sorties de nouvelles versions de OS où tu peux avoir des pics. Et aussi, tu as traditionnellement la fermeture pour les vacances de fin d'année, les vacances d'hiver. Tu peux plus soumettre à la validation. Donc là, mi-décembre, je crois, c'est un peu le rush pour avoir l'appli en ligne pour les fêtes de fin d'année. Donc il faut prévoir son planning à chaque fois en conséquence. Oui, non, mais on est complètement. C'est un peu la différence entre le web où tu es un peu dans un mode libre, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de faire tourner ton serveur en Java 1.4, tu peux le faire, tu mets jamais à jour, je veux dire, ça marchera quand même. Bon, faut pas le faire, hein, mais bon, rien n'empêche de le faire. Alors que là, on est vraiment dans du privé, c'est-à-dire que aujourd'hui, les points d'entrée, c'est les stores, et c'est eux qui décident et c'est eux qui imposent leurs règles. Donc, il vaut mieux être au courant parce que c'est quelque chose qu'on va pas maîtriser, donc il vaut mieux anticiper. Une autre question aussi qui est inspirée d'un point qui est sur le chat, mais alors, vous avez tellement discuté sur le chat que du coup je ne retrouve plus qui l'a dit. C'est que tu vois, on parlait tout à l'heure de PHP et JavaScript, qui étaient des langages fortement décriés il y a quelques années. PHP, il est encore un petit peu. Une des raisons du fait que c'était à ce point-là décrié, c'est aussi que c'était des langages qui étaient faciles d'accès. Donc tu avais beaucoup entre guillemets, de mauvais développeurs ou des bons développeurs qui faisaient des choses pas bien avec, où c'était sale, c'était pas bien organisé, c'était pas bien codé, on va dire. Donc c'est ce qui nuisait à l'image, on va dire, de ces technos-là. Aujourd'hui, on voit fleurir partout dans le monde des bootcamps, des petites formations, des trucs où tu vois donc plein de gens en fait qui arrivent sur ce marché-là, qui font des applications. Aujourd'hui, principalement peut-être en Flutter ou en React Native, mais peut-être aussi en Swift et en Kotlin. Est-ce que du coup, il n'y a pas une baisse de qualité de ces aspects-là, ou au contraire, toutes ces bootcamps sont au contraire de bonne facture, et du coup, au final, ça ne fait qu'étoffer le pool de développeurs? Alors, très, très bonne question. Je ne me la suis jamais posée directement, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui est certain, c'est qu'avec les frameworks un peu cross-platform qui permettent de développer vite comme Flutter ou React Native, tu vas pouvoir faire des applis mobiles. C'est pas parce que tu vas pouvoir faire des applis mobiles que tu es un développeur mobile. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument connaître le natif, tout ça. Je pense que si tu connais le natif, tu es obligé de connaître, hein, parce que derrière, tu vois toute la mécanique, tout le lifecycle dont je te parle, qui peut être masqué sur ces frameworks cross-platform. Mais aujourd'hui, connaître le mobile, finalement, c'est pas
connaître une stack technique et développer des écrans, c'est justement bien connaître ce qu'on vient de dire, l'écosystème et toutes les contraintes qu'il va y avoir, que ça soit aussi bien en design de code, en UX que les cycles de release, les validations, les nouveaux outils, que toutes les spécificités du mobile, donc le fameux cycle de vie, le multi-écran, toutes ces choses-là. Finalement, c'est ça qui est plus important que le langage. Donc, faire du Flutter pour rapidement développer une application mobile, c'est très bien, mais c'est pas parce que tu sais faire du Flutter que tu es, entre guillemets, un dev mobile aguerri. Tu le deviendras peut-être quand ton appli va devenir complexe, que tu te rends compte que tu vas devoir taper dans les API du téléphone, que tu vas devoir écrire des plugins Flutter en langage natif et donc descendre un niveau un peu plus bas. Et là, tu verras un peu plus la mécanique. Mais si tu restes, on va dire, sur la surface, d'ailleurs, Flutter, c'est une plateforme qui aimerait faire du desktop et du web aussi. Il y a le framework de base, il n'est pas plus mobile qu'autre chose. Enfin, il a été surtout fait pour ça au début, mais il n'a rien de spécifique mobile. Donc pour moi, ça peut être une bonne chose, ces bootcamps, mais voilà, il ne faut pas rester... Enfin, si tu veux rentrer dans le mobile, il ne faut pas rester en surface. De toute façon, tôt ou tard, tous les devs qui sont arrivés par du React Native, des Flutter vont te dire, tôt ou tard, à un moment, ils sont obligés d'aller mettre les mains dans le natif, soit ils ont besoin d'aide, soit ils se forment, parce que tu ne peux pas rester tout le temps en surface. Enfin, c'est bien quand tu fais un tuto, un exemple, un bootcamp, mais dans la réalité, tu as toujours besoin de descendre à un moment ou à un autre. Donc du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune développeuse qui commence sa carrière? Est-ce que tu lui dirais de commencer plutôt par du React et quand tu seras amené à creuser, tu passeras sur du Swift ou du Kotlin, ou tu aurais plutôt tendance à dire non, au contraire, dès le début, tacle-toi à Swift, tacle-toi à Kotlin pour, entre guillemets, pas forcément rentrer dans le dur, mais pour avoir une maîtrise de l'ensemble le plus tôt possible? Alors moi, je dirais que ce n'est pas forcément la peine de le faire dès le début. Enfin, ça dépend après de son background et ses affinités. Si c'est quelqu'un qui vient du monde web et qui a fait du React Native, c'est une très bonne manière de commencer à toucher du mobile sans voir tout ce qu'il y a dessous et de voir un peu son appétence, si ça nous plaît, si ça nous intéresse. Et après, c'est vrai que c'est bien à un moment ou à un autre de faire un peu de natif pour regarder comment ça fonctionne. Même si on reste 90% du temps sur du React, c'est quand même bien de le faire. Donc ça va dépendre. Si par contre c'est un développeur qui n'a pas plus d'affinité, qui démarre vraiment sur une plateforme sur une autre, c'est bien de connaître au moins une des deux plateformes natives. Ça va permettre de comprendre un peu comment ça fonctionne, d'en faire un petit peu, et puis après de passer sur du cross-platform. Okay. Alors du coup, tu nous as dit que tu préférais l'Objective-C au Swift. J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'étais nostalgique. Nostalgique. tu nous as dit que sur certains aspects, Kotlin était quand même meilleur que Swift, qui faisait des choses parfois un petit peu mieux. J'ai cru comprendre que tu as quand même une préférence pour le natif versus le cross-platform. Oui, la préférence, c'est... Moi j'aime bien tout en vrai, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le natif, c'est le plus complet pour faire du mobile. Et ça restera le plus complet parce que c'est ce qui est supporté par les éditeurs. Et c'est là que tu vas avoir tous les frameworks qui vont pouvoir faire des trucs sympas. Il y a la rumeur de, justement, la prochaine WWDC, d'une annonce possible de Reality OS. Je ne sais pas si tu as suivi, donc, qui serait l'OS des fameuses lunettes AR, VR, on ne sait pas trop, d'Apple. Ça va sortir. Enfin, si c'est annoncé, ça sort. Il faudra parier, ça va être du Swift UI. Ça va être du natif. Si tu fais du Flutter, du React Native, tu vas être bloqué. Donc, j'estime que... Ouais, ça viendra dans React Native, mais ça va mettre peut-être un an ou deux. Ou pas, parce que React Native, tu ne peux pas faire d'appli montre en React Native. Pas encore. Pour le moment, tu ne peux pas. Et il y a des trucs, tu ne pourras jamais les faire. Typiquement, les app clips. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un truc qui a été annoncé il y a 2 ans. C'est pour pouvoir... c'est un peu... sur preview. C'est ça. Sur Android, tu as ce qu'on appelle les instant apps. C'est pareil. C'est des applis que tu vas utiliser one shot. Typiquement... tu es en vacances à la plage et tu dois payer ton parking et tu peux payer avec une appli, mais tu ne vas pas l'installer, aller dans le store, créer un compte. Donc, tu as un mode instant, payé, tu approches d'un QR code ou d'une borne NFC et du coup, automatiquement, ça va t'ouvrir l'appli sans passer par le téléchargement. Ça, par exemple, tu vois, la taille du package, elle est limitée
Et React Native, il rentre pas là-dedans. Donc déjà, Ok. voilà. Et Flutter, je crois qu'il rentre pas non plus. Donc il y a des choses où tu pourras pas le faire. Donc voilà. Et pareil, React Native, tu peux faire de la télé avec du tvOS ou de l'Android TV, mais on en a déjà fait. Et franchement, c'était galère. Ok. Alors, donc, du coup, pour continuer sur toutes les fausses guéguerres qu'il y a entre devs, et du coup, je te laisse assumer les propos à chaque fois. Du coup, toi, tu serais plutôt React Native ou plutôt Flutter? Et ben pareil, là, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'en fait, si on vise de la perf, tu vois, Flutter, ça va être mieux. Ça dépend du point de vue. Si on vise tout ce qui est perf, tout ça, Flutter, ça va être mieux. Mais il faut savoir que souvent, quand une boîte va vouloir faire une application mobile avec du cross-platform, elle va aussi évaluer quelles sont les forces en présence. Et s'ils ont des devs web, souvent qui feront du React, vu que c'est un peu le framework majoritaire aujourd'hui, bah, il y a beaucoup plus de sens pour eux de faire du React Native pour finalement un gain de perf qui ne sera pas forcément visible sur, en tout cas, 80% des applis. Donc, ça peut être intéressant aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de solution parce qu'il faut savoir que Flutter, c'est très puissant, mais la contrepartie, c'est qu'on est quand même relativement isolé avec un langage qui s'appelle Dart, un langage de Google, sorti il y a 15 ans. Je crois qu'il est utilisé que sur Flutter aujourd'hui. En tout cas, c'est la plateforme, enfin, la seule qui l'utilise. Tu t'isoles un peu là-dedans. Et puis aujourd'hui, Flutter, c'est un projet donc, qui est encore largement supporté par Google. Est-ce que demain, s'il s'arrête, la communauté sera assez forte que ça va vivre parce que, donc, une petite différence entre React Native et Flutter, l'approche est différente. React Native, c'est une surcouche. En gros, on va faire du binding en JavaScript sur les vues natives. C'est-à-dire que quand on va faire un text field sur iOS, il va utiliser le text field natif de UIKit. Et sur Android, il va utiliser le text field du SDK Android pour faire le rendu. Flutter, c'est différent. Il utilise un peu le principe du moteur de jeu vidéo. Il va se brancher beaucoup plus bas. Lui, il a son propre moteur de rendu, qui est celui de Chrome, là, qui s'appelle Skia. Et il redessine tous les composants. Il n'utilise rien de la plateforme. Donc, c'est très bien pour la compatibilité. Du coup, ça va prendre la performance, d'être un peu moins collé à la plateforme. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour que les applis restent validables et qu'une appli iOS continue à ressembler à une appli iOS, une appli Android continue à ressembler à une appli Android, il va quand même falloir styler un peu ces composants. Et quand les OS se mettent à jour, tu vois, le Material You sur Google et tout ça, il va falloir que Flutter y suive. Et l'effort sur toute une panoplie de composants versus juste faire du binding, entre guillemets, sur ceux qui sont existants, c'est, j'imagine, je ne fais pas de dev sur le framework Flutter, mais j'imagine que ça doit être quand même pas mal de boulot de maintenance. Donc, il y a aussi ces risques-là. Donc, quand tu mets tout dans la balance, en fait, la réponse, comme souvent, c'est ça dépend. Ouais. Si vraiment tu veux faire du cross-platform performant, bien évidemment, Flutter, c'est plus performant que React Native. Mais après, voilà, si tu regardes les autres aspects, c'est un peu moins évident le choix. Ça marche. Alors, comme ça fait déjà 1 heure qu'on discute, je te propose que on va terminer sur une dernière question. Et après, on terminera la discussion juste avec les gens en live, parce qu'il y a une très bonne remarque de Nico, et je pense que ce sera bien qu'on puisse creuser, mais je pense que ça va prendre du temps. Donc, on va pas le faire sur la partie podcast. Donc, je vais terminer par la dernière question, la question rituelle du podcast FTTD, qui est encore une fois une fausse guéguerre entre devs. Mais du coup, Gilles, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Bonne question. Alors, en vrai, pour mes indentations, j'utilise des tabulations, mais je crois que dans la majorité des IDE que j'utilise, quand je fais une tabulation, ça fait 4 espaces. Donc, je vais dire les deux, mon général. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Gilles. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir assisté à l'enregistrement de ce podcast. Si vous êtes en live sur nous, sur l'épisode, restez avec nous. On va continuer la discussion avec Gilles. Et si vous nous écoutez en podcast, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous ne connaissez pas le dev mobile, j'espère qu'on vous a donné envie de vous y mettre, que ce soit plutôt donc en React Native ou en Kotlin ou en Swift. Ou en Flutter en fonction des cas, ou peut-être aussi de changer de techno. Voilà, c'est un environnement qui est intéressant, donc je vous invite à vous y mettre. Moi, j'ai eu l'occasion de faire quelques applications en Swift et j'ai trouvé ça très fun. Et je pense qu'il va falloir que je me mette au React Native un jour, il va bien falloir s'y mettre.
Je vous remercie beaucoup aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. C'est toujours un vrai kiff à faire. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas aussi à me les envoyer, que ce soit par Twitter ou dans le Discord. C'est toujours fun. Donc, rejoignez-nous aussi sur le Discord. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.